Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des fondations cachées de notre monde numérique, l'ingénierie des données. Sans elle, pas de recommandations Netflix, pas d'analyse financière et pas d'intelligence artificielle. C'est en quelque sorte le système nerveux de la tech et on va décortiquer ça ensemble. On entend tout le temps parler des data scientists, des data analysts, ceux qui en gros trouvent les pépites d'or dans les données. Mais qui construit la mine? Qui s'assure que l'or arrive bien jusqu'à eux et surtout qu'il soit propre et fiable? C'est précisément là qu'intervient notre personnage du jour. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le data engineer, c'est l'architecte, le bâtisseur des autoroutes de l'information. C'est un rôle absolument central, à mi-chemin entre la technique pure et les besoins très concrets du métier. Voilà la définition un peu formelle, mais retenez bien les trois verbes clés: concevoir, construire et maintenir. Ce n'est pas un travail qu'on fait une fois et c'est fini. Non, c'est un cycle continu. Ce sont eux, les gardiens, qui s'assurent que l'infrastructure de données est non seulement solide et sécurisée aujourd'hui, mais qu'elle pourra aussi encaisser la croissance de l'entreprise demain. Alors, concrètement, comment ça se passe? Ce processus en 4 étapes résume parfaitement leur quotidien. D'abord, on fait rentrer les données de partout. C'est l'ingestion. Ensuite, on les nettoie, on les met en forme, on les rend propres. C'est la transformation. Puis, on les range de manière intelligente, le stockage. Et enfin, on les sert sur un plateau d'argent aux analystes et aux scientifiques. C'est la mise à disposition. Il y a pas mal d'idées reçues sur ce métier. Non, un data engineer ne passe pas ses journées à faire des jolis dashboards pour le marketing. Et non, son travail ne se résume pas à écrire du SQL. Penser ça, c'est vraiment sous-estimer l'énorme complexité de gérer des systèmes de données qui doivent tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais tomber. Ok, passons maintenant à la vue d'ensemble. Avant de construire quoi que ce soit, l'ingénieur doit choisir un plan, ce qu'on appelle une architecture. C'est une décision fondamentale parce qu'un mauvais choix peut coûter une fortune et rendre tous les systèmes complètement instables. Ce tableau, il montre bien l'évolution de la pensée. On est parti de l'architecture lambda qui gérait les données rapides et les données lentes sur des chemins séparés, ce qui était assez complexe. Puis on est passé à l'architecture Kappa, plus moderne, qui simplifie tout en misant sur un seul flux en temps réel. Et enfin, on arrive à la Lakehouse, la grande tendance actuelle, qui essaie de combiner le meilleur des deux mondes, la structure d'un entrepôt et la flexibilité d'un lac de données. Le choix entre ces options a des conséquences gigantesques sur les capacités et les coûts. Une fois qu'on a le plan, il faut construire les fondations. Où est-ce que toutes ces données vont être stockées? C'est la question classique. Et c'est souvent là que les mauvaises décisions sont prises. D'un côté, on a le data warehouse, l'entrepôt de données. Pour se faire une image, c'est comme une bibliothèque parfaitement rangée. Tout est structuré, propre, optimisé, pour que les équipes business puissent facilement trouver des réponses à leurs questions avec des tableaux de bord. Et de l'autre côté, on a le data lake, le lac de données. C'est tout l'inverse. On y jette les données brutes, telles quelles, sans les transformer. C'est incroyablement flexible, c'est vrai, mais le gros risque, c'est de créer un marais de données, un data swamp, où plus personne ne retrouve rien. Et voilà la question qui tue. On veut la rigueur de l'entrepôt, mais on veut aussi la souplesse du lac pour pouvoir explorer des données un peu plus sauvages. Alors, comment on fait? Eh bien, la réponse moderne à ce problème, c'est la Lakehouse. C'est une architecture qui arrive à combiner la flexibilité et le faible coût de stockage d'un data lake avec les performances et la structure d'un data warehouse. Aujourd'hui, c'est clairement la direction que prennent la plupart des grandes plateformes de données. Bien, maintenant que nos fondations sont en place, voyons comment les données circulent sur la chaîne de montage. On va parler de deux choses, la vitesse de traitement et le format des données. Ici, le point crucial, c'est le temps. Est-ce qu'on a besoin de l'info tout de suite ou est-ce que ça peut attendre? Pour un rapport de vente de la veille, un traitement par batch, une fois par jour, ça suffit largement. Par contre, pour détecter une fraude bancaire en direct, il faut agir en quelques millisecondes. Et là, le streaming devient indispensable. L'erreur fréquente, c'est de vouloir faire du streaming partout, ce qui augmente la complexité et les coûts pour pas grand-chose. Ça, c'est un détail qui peut paraître très technique, mais qui a des conséquences business énormes. Le format dans lequel on stocke les données, un peu comme choisir entre un fichier .doc, .pdf ou .txt, va directement impacter la vitesse des analyses et, au final, le montant de la facture de stockage. Prenons deux exemples. Parquet, c'est un format dit colonnaire. Il stocke les données par colonne, ce qui le rend ultra performant pour des analyses qui ne regardent que quelques colonnes sur des millions de lignes. À l'inverse, Avro est orienté ligne, ce qui est parfait pour traiter des événements complets, un par un, comme c'est le cas dans le streaming. Utiliser le mauvais format pour le mauvais usage, c'est un peu comme essayer de visser avec un marteau. Ça ne marche pas bien. On arrive à la dernière étape, et c'est sans doute la plus importante.
C'est le moment où on transforme toutes ces données techniques en quelque chose de vraiment utile pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la modélisation. Cette phrase, elle résume absolument tout. On peut avoir la meilleure architecture du monde, les meilleurs outils. Si à la fin les données sont mal organisées, les tableaux de bord seront lents et, pire encore, ils afficheront des chiffres complètement faux. C'est la compétence clé pour que le pont se fasse bien avec les équipes métiers. Pour éviter ce désastre, on utilise des modèles. Les deux plus connus sont le schéma en étoile, qui est simple et optimisé pour la vitesse, donc idéal pour les tableaux de bord. Et le schéma en flocon, qui est plus complexe, plus rigoureux, mais parfois plus difficile à interroger. Le choix entre les deux, c'est un arbitrage constant entre la simplicité et la rigueur. Alors si on résume, le data engineer, c'est le bâtisseur. L'architecture, c'est son plan. Le stockage, ce sont les fondations. Et la modélisation, c'est ce qui rend la maison à la fois habitable et utile. Chaque étape est absolument cruciale pour construire un système de données qui crée de la valeur. La prochaine fois qu'on utilise une application ou qu'on regarde un tableau de bord, il faudra peut-être penser à toute cette plomberie invisible qui tourne derrière. Pensez à l'architecte qui a conçu les tuyaux, qui a choisi les bons matériaux et qui s'assure que tout coule parfaitement. Notre monde numérique repose entièrement sur ces plans, et maintenant on sait un peu mieux comment les lire.